Bonjour à toutes et tous, je me présente, Steve Martin, je suis le responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle. C'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur le thème Managé par le CARE. Alors cette conférence s'inscrit dans le cadre du mois de la qualité de vie et des conditions de travail. Cette édition 2024 propose 3 webinaires. Le prochain, le burn-out du dirigeant, se déroulera le mardi 11 juin prochain à 11h30. Vous retrouverez le lien dans le chat pour vous y inscrire. Harmonie Mutuelle, à l'instar des services de santé au travail, par exemple, accompagne toutes nos entreprises clientes sur des problématiques de prévention, notamment la QVCT, à travers son cabinet conseil prévention. Et en 2023, c'est plus de 400 entreprises qui ont sollicité Harmonie Mutuelle dans le cadre d'actions de prévention, de conférences, d'audits, de formation et autres. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans le chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, vous avez également l'onglet questions en bas à droite. Nous y répondrons. Aujourd'hui, nous accueillons notre intervenante Cerise Servant, qui est psychologue du travail. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Cerise, c'est pour toi. Cerise. Cerise, c'est à toi. Cerise. Cerise, est-ce que tu m'entends? Cerise. Ah, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde a entendu ma présentation? J'ai peut-être eu un souci de son. Ok. Cerise, alors je vais... Cerise, c'est à toi. Ah, on a perdu Cerise. Alors, on a un petit souci de connexion avec Cerise. Donc, elle va revenir. Donc, on a retrouvé Cerise. Cerise, c'est à toi. Oui, je suis de retour. Merci beaucoup, Steve. J'ai eu une coupure de connexion. J'espère que ça va se stabiliser. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour ce sujet. Donc, je suis Cerise Servant, je suis psychologue du travail chez Pulso France. Donc, nous sommes un cabinet spécialisé dans tout ce qui est prévention de la santé mentale des salariés. Nous réalisons des enquêtes, des formations ou des accompagnements sur les bien-être au travail. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Manager par le CARE. C'est un ensemble de pratiques managériales qui vont un petit peu à l'encontre, en tout cas qui vont en opposition du modèle actuel de management et de tout ce qu'on a connu avant, avec cette notion de dégradation un petit peu de la santé des salariés au travail. On essaye à l'inverse, de préserver leur santé, tout en manageant et tout en gardant une bonne productivité au travail. Voilà. Donc, au niveau des objectifs, c'est à la fois sensibiliser sur les nouveaux enjeux du management, quels sont les besoins actuellement en termes de management, comment aussi prendre soin de soi quand on est manager et pour mieux finalement prendre soin de son équipe.
revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est manager par le CARE. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Peut-être que certains connaissent. Dans quel monde vit-on et quelles sont les problématiques actuelles et qu'est-ce qui a engendré un petit peu tout ça et comment est-ce qu'on peut améliorer son self-care, comment est-ce qu'on peut booster le team care par la suite. On va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Alors, hop, Steve, je ne sais pas, hop, au niveau de la présentation, voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous entendez quand on vous parle de manager par le CARE, quels sont les mots-clés auxquels vous pensez. Vous pouvez mettre ça dans le chat pour le partager à tout le monde. On n'est pas sur un sujet... on est sur un sujet actuel dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours de quoi on parle en fait quand on utilise cet intitulé. Je vous laisse partager ça dans le chat pour que tout le monde puisse y avoir accès. Je vois qu'il y a des réactions. Effectivement, on est sur le soin, on est sur l'écoute. On est sur l'écoute empathique, la bienveillance, tout à fait. En fait, on est sur à la fois une notion de management, donc un ensemble de pratiques managériales. Il y a des vrais outils, il y a des vraies choses en lien avec notre époque parce qu'on est aussi dans une époque très digitalisée. Donc, l'utilisation de l'IA, par exemple. Et puis, la préservation de l'individu. L'un ne va pas à l'encontre de l'autre. On va préserver à la fois sa vie professionnelle et personnelle et puis engager un système d'engagement positif, c'est-à-dire créer un petit peu un cercle vertueux où on va prendre soin de l'autre, c'est-à-dire prendre soin du collaborateur, très clairement, pour que ensuite le collaborateur prenne soin lui aussi de la finalité de l'entreprise. Donc, ça va être soit le client, soit l'usager, soit le produit. Et finalement, créer un petit peu ce cercle vertueux dont je vous parlais pour qu'on soit sur le Planet Care, quelque chose de plus global pour être en phase en fait avec nos valeurs. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'écologie et on parle aussi d'écologie humaine. Donc, si on prend soin de l'être humain, lui va ensuite prendre soin aussi de la planète. Donc, c'est vraiment cette notion de boucle et de système positif. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on est dans un système, dans une société avec beaucoup d'incertitudes. Il y a cet acronyme VUCA qui aide aussi à comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a une volatilité, c'est-à-dire qu'il y a des changements très fréquents. On est dans une société en perpétuelle évolution. Ce qui crée aussi de l'incertitude, c'est-à-dire que on ne sait pas toujours vers quoi on évolue, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit dans la société, la vie privée. On a continuellement des informations sur tout ce qui est les guerres, par exemple, sur la planète, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour notre planète, pour notre société, le monde politique. Voilà, on a plein de sujets comme ça qui nous créent de l'incertitude et qui créent de l'anxiété aussi, potentiellement. On l'a vu très clairement avec la période Covid, mais ça se prolonge encore aujourd'hui. On a une complexité avec beaucoup de facteurs de décision, notamment dans le monde du travail. On voit qu'on a des grosses entreprises où on ne s'y retrouve pas toujours. Ça peut parfois être assez compliqué. Puis on a de l'ambiguïté avec un manque de clarté sur les décisions, on n'est pas toujours au courant de tout, on ne communique pas forcément tout, notamment dans le monde du travail. Et tous ces éléments-là, c'est vraiment des choses que le cerveau déteste. C'est-à-dire que notre cerveau, il a besoin de stabilité, il a besoin d'information, il a besoin de savoir où il va, il a besoin d'avoir un socle. On dit aussi en psychologie être ancré, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être ancré dans le présent, de pas être trop dans l'incertitude de l'avenir, et on a besoin de se créer aussi des certitudes. C'est ce qui peut entraîner parfois des biais cognitifs. Donc, notre cerveau, il est très, très stimulé par toutes ces informations et il est aussi beaucoup soumis à cette incertitude, à cette anxiété. Donc, tous ces éléments-là vont créer aussi de la charge mentale et on a besoin, nous, face à ça, d'être un petit peu rassurés, d'avoir cette notion de sécurité psychologique, notamment dans le travail.
ce sont des éléments importants. Et puis au niveau du management, on a aussi beaucoup d'incertitudes sur que va devenir en fait le manager et le management dans les prochaines années, parce qu'on arrive sur un système qui s'épuise un petit peu. On parle de durabilité pour la planète, mais aussi pour les individus. Je vous laisse répondre à cette question qui s'affiche devant vous. Selon vous, le rôle du manager est-il tenable à long terme? Vous, dans votre perspective à vous, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez tenir sur du long terme avec tous les enjeux qui se présentent à vous dans vos fonctions de manager, notamment? On est plutôt sur de l'incertitude. Il n'y a pas de... Alors, personne ne dit oui, il y a des non, mais globalement, c'est beaucoup d'incertitudes. Beaucoup Et ça d'incertitudes. rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est le monde de l'incertitude certainement qui génère ça. Oui, tout à fait. Alors, ça va un petit peu avec ce qui ressort, c'est que les managers, c'est une population qui est extrêmement exposée dans les entreprises. En fait, vous avez vraiment une fonction qui est en tampon, c'est souvent le terme qu'on entend, entre la direction, entre les salariés, entre les usagers ou les clients, les contraintes réglementaires. Donc, il y a vraiment un stress, une exposition à la fatigue et à la charge mentale. Si on regarde la population managériale, on a une bonne idée un petit peu de l'état de l'entreprise. Et face à cela, on a des managers qui ont donc beaucoup de responsabilités, qui sont surstimulés et qui doivent aussi insuffler de la motivation à leur équipe, qui doivent leur donner des perspectives d'avenir. Donc ça peut être en contradiction par moment. Et on a une population qui est finalement aujourd'hui à risque dans les entreprises. On parle, nous, de populations très exposées aux risques psychosociaux notamment. 79% des salariés n'ont aucune envie d'être manager. Ça vous en dit long sur la situation actuelle dans les entreprises. Vous avez une image assez parlante. C'est-à-dire que ça fait plus rêver, en fait, aujourd'hui, les salariés. Très souvent, quand on les voit, nous, en entretien ou dans les entreprises, on se rend compte que les salariés nous disent « J'aimerais pas être manager. Vraiment, je veux plus de responsabilité. Je veux faire mon travail, je veux être tranquille. » Et beaucoup de managers aussi qui, après avoir été exposés à des périodes compliquées, soit en termes de charge de travail, soit de gestion humaine, on sait que c'est quelque chose quand même d'assez compliqué, des managers qui nous disent « Moi, je veux plus en fait de ces responsabilités-là. Tant pis pour l'évolution, la carrière, tant pis pour tout ça, moi je veux plus manager. » Donc on est quand même sur une problématique qui de plus en plus est réelle pour les entreprises et on peine à trouver des personnes pour évoluer, alors même que le management représente l'évolution dans la carrière, notamment dans notre système français. C'est donc là où finalement on se rend compte qu'on a vraiment besoin aussi de prendre soin des managers et on a besoin de changer un petit peu le système. Et manager par le care, ça rentre vraiment dans cette notion-là, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de soi déjà dans un premier temps, parce que quand on a une équipe qui ne va pas bien, si le manager nous dit « moi je tiens pour eux même si moi je vais pas bien », il y a un problème. On a vraiment besoin que le manager aille bien pour pouvoir ensuite insuffler cette notion de team care, c'est-à-dire vraiment de prendre soin de son équipe et de prendre soin du collectif pour motiver, pour valoriser l'innovation, etc. Et ensuite, on est aussi dans cette boucle dont je vous parlais au début, avec la notion de planet care, c'est-à-dire qu'on va prendre soin finalement de ce qui nous entoure et du vivant au-delà de soi. Alors, le self-care, comment on le développe? Il y a des outils pour ça, il y a des façons un petit peu de prendre soin de soi. L'idée, c'est pas de vous donner
une liste comme ça exhaustive, hein. C'est plutôt de vous encourager à réfléchir à qu'est-ce qui vous fait du bien aussi et vous comparer face à vous-même. On n'est pas là pour mettre des exigences encore plus élevées que ce que la société nous en met, mais vraiment de prendre du temps en se posant et en se disant de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est compliqué pour moi, qu'est-ce que j'ai laissé de côté. Et pour ça, on revient vraiment à la base de notre santé, à la base du fonctionnement de notre corps, hein, tout simplement. Il y a les 4 piliers, il y a l'exercice physique. On sait tous qu'on a besoin de bouger. On nous l'a, voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup ces dernières années. Donc, on a besoin de s'activer. C'est pas forcément faire un sport à haute intensité. C'est vraiment dans la journée. On est sur une vision un peu macro, une vision court terme où on va regarder si on prend suffisamment soin de soi dans la journée, dans la semaine, dans l'année. On a des échelons comme ça. Donc, est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que j'arrive à m'aérer l'esprit? Parce que c'est aussi ça, hein, l'exercice physique. C'est vraiment prendre le temps pour soi, pour avoir une activité, éliminer physiquement, mais aussi mentalement. L'alimentation, c'est ce qui nourrit nos neurones. Donc, on a besoin d'avoir une alimentation équilibrée. C'est aussi ce qui va nous permettre de prendre du temps, de se poser un petit peu face à son assiette et de prendre du temps. Les pauses déjeuner sont hyper importantes pour ça. Il y a le sommeil qui est aussi à vérifier. Est-ce que mon sommeil est régulier? Est-ce que j'en ai suffisamment? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir depuis un certain temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui entraîne ça? Tout est interconnecté, hein. Les 4 sont interconnectés, c'est-à-dire que si on en a une qui dysfonctionne, en général, les autres vont suivre. Et le mental, c'est quelque chose qui est très souvent négligé. On se dit, je verrai plus tard, voilà, je prends sur moi. On a aussi toutes ces notions, toutes ces phrases, hein, qu'on a pu entendre de par d'autres générations, d'autres façons de vivre, où on nous dit il faut serrer des dents, il faut mordre la langue jusqu'à qu'elle saigne, des phrases un petit peu violentes comme ça qu'on a pu entendre, et en fait des personnes qui ont oublié de prendre soin d'elles et qui ont oublié de tant pis si je vais pas bien, c'est pas le plus important, alors qu'en fait on a besoin quand même de ça. Donc c'est se poser et réfléchir, est-ce que je vais bien, est-ce que j'écoute suffisamment mes émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire aussi, ces émotions, qu'est-ce que ça dit de moi à ce moment-là. Donc c'est prendre le temps un petit peu de réfléchir à comment je vais sur tous ces plans-là. Il y a aussi les compétences de centrage qui sont importantes, avec cette notion par exemple de gestion du temps, à la fois dans le travail mais aussi dans la vie personnelle. Il y a pour le travail, il y a des outils, hein, de gestion du temps, avec par exemple Cosmotime. Ça va être une plateforme qui va vous permettre de synchroniser les agendas, qui va vous faciliter la vie un petit peu au travail, entre équipes par exemple. Il y a Asana aussi, qui est aussi une autre plateforme qui va vous permettre de suivre les tâches, de regarder un peu la progression. Donc il y a plein d'outils en fait qui nous sont donnés aujourd'hui pour faciliter cette gestion du temps et l'optimiser, qui vont être hyper importantes, notamment pour le manager, hein, pour la cohérence dans l'équipe, et puis pour avoir une vision aussi. Ça va dans cette notion de je fais confiance et puis j'autonomise mes salariés. Je garde une vision, mais tout en supprimant peut-être un peu tous ces tableaux de reporting, par exemple. Il y a la gestion aussi des priorités qui va avec cette gestion du temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder, d'optimiser le temps et de faire par exemple des tableaux pour qu'est-ce qui est prioritaire. Ça, c'est aussi au manager de définir ce qui est prioritaire. C'est important d'insuffler du cadre pour les équipes et de les laisser évoluer finalement dans ce cadre. Manager par le CARE, c'est également ça. C'est vraiment donner de la confiance, donner une sécurité psychologique, et ensuite on laisse les salariés évoluer et s'autonomiser, puisque on a pu observer avec les risques psychosociaux que l'autonomie était un des éléments phares, vraiment un facteur de protection. L'écologie de l'attention, c'est une notion très très importante dont on parle de plus en plus. Il y a eu beaucoup d'études dessus, hein, sur le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de l'attention. On sait que
nos ressources cognitives, on le sait aujourd'hui, elles sont limitées. C'est-à-dire que si on est focalisé sur plusieurs tâches, on ne va pas pouvoir aller en profondeur sur toutes les tâches. On va avoir le cerveau qui va sélectionner. Finalement, c'est au niveau de notre attention. Hop, ça a sauté. Alors, attendez, j'y retourne. Et on va avoir finalement une attention qui est monnayée. C'est-à-dire que la publicité, les plateformes, les applications, tout le monde cherche à attirer votre attention et à la conserver le plus longtemps possible. Et c'est à chacun de sélectionner un petit peu, de protéger son attention pour ce qui est important pour soi, et notamment au travail, d'essayer de protéger sa charge mentale en enlevant peut-être des notifications, des choses comme ça. Ça paraît vraiment anodin comme geste. Enlever le son ou enlever l'image, par exemple, c'est ce qui va permettre d'éviter que le cerveau parte dans tous les sens, et ce qui va vous permettre aussi de vous concentrer, parce que ce qu'on observe, nous, sur les populations managériales, c'est une charge mentale élevée et une vraie problématique de concentration et de focalisation de l'attention. C'est en général ça qui prend beaucoup de temps et de perte de temps. La culture de l'énergie, c'est aussi quelque chose de très actuel dont les entreprises sont aujourd'hui conscientes. C'est-à-dire qu'on va essayer de préserver son énergie. Il y a beaucoup de sociétés maintenant qui pratiquent, qui offrent, entre guillemets, des recharge days, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, 5 jours dans l'année pour vraiment vous recharger, pratiquer une activité qui va vous recharger. On a conscience que l'être humain a besoin de ces temps de récupération. On ne peut pas être simplement dans la productivité pure. On a besoin par moment de recharger, et même si on a des périodes de pic d'activité, c'est important aussi d'avoir des périodes de creux pour récupérer. Ça, on peut le pratiquer en entreprise, on peut le pratiquer à titre personnel, mais en entreprise, il faut quand même que ce soit insufflé par la culture de l'entreprise. Ça, c'est quand même important. Est-ce que vous avez des approches ou des méthodes pour gérer votre temps et vos priorités ? J'ai vu des choses un petit peu passer dans le chat. Est-ce que vous avez des bonnes méthodes, des outils, des choses à nous partager ? N'hésitez pas, on va voir ça défiler, tout le monde comme ça peut en prendre connaissance. Oui, il y en a deux déjà qui ont été mises, la matrice d'Eisenhower et puis Pomodoro, qui est la méthode tomate en français. Et les pauses, oui, c'est vrai. Merci Catherine. Ça en fait partie, effectivement. Oui, puisqu'on est productif un certain temps, tu dois le savoir mieux que moi, Cerise, mais on a un temps de concentration. Tout à fait. On a un temps de concentration et on a aussi des horaires qui nous sont propres, où on va se sentir plus concentré. Ça peut être le matin, l'après-midi. Voilà, c'est effectivement la méthode Kanban dont nous partage Claire est aussi un outil intéressant pour planifier et pour gérer les priorités. Je vous laisse continuer à partager dans le chat les rappels Outlook, que je vois Anna aussi qui nous dit effectivement le fait d'avoir tous ces outils, ça va nous permettre vraiment de nous aider à mieux nous organiser, parce que on peut avoir toujours cette idée il ne sait pas s'organiser. Oui, mais alors comment on l'aide finalement à s'organiser ? Et ça, c'est le rôle aussi du manager. En tout cas, il peut aider. Prévoir les pauses dans son Outlook pour s'y tenir, effectivement, c'est important. Alors, on a des personnes qui nous disent que toute leur journée est prise par des réunions et il n'y a pas de pause prévue finalement dans ces réunions. Alors si en plus elles débordent, il y a un gros risque quand même de surmenage. Ensuite, pour vous parler un petit peu des outils de développement personnel qui font partie des méthodes pour prendre soin de soi, c'est toujours dans cette logique de réflexion, de je me pose, je prends le temps, j'essaye de réfléchir un petit peu à ce qui me fait du bien. On parlait tout à l'heure de l'énergie. Il y a la balance d'énergie qui est un outil que nous avons développé qui en fait permet de regarder qu'est-ce qui me
prendre l'énergie, on les appelle les draineurs d'énergie, à titre personnel et professionnel, hein, ça marche pour les deux. Ça peut être des tâches, ça peut être des gens, ça peut être des moments, ça peut être plein de choses, mais c'est intéressant de se poser pour regarder finalement ce qui me pompe, hein, pour vraiment reprendre le terme d'énergie, et qu'est-ce qui au contraire va me fournir de l'énergie. Et puis, si c'est des tâches, dans une journée de travail, on peut être en capacité d'organiser, si on a suffisamment d'autonomie, on peut organiser en fonction de... moi, je sais que je suis beaucoup plus efficace le matin, donc je vais mettre les tâches qui vont être plus chronophages pour moi et qui vont me demander beaucoup plus de concentration. Et puis en fin de journée, j'ai besoin de mettre des choses assez légères, donc je vais faire des choses plus administratives, par exemple. On a tous des fonctionnements comme ça, mais on n'en est pas forcément conscient. Donc, c'est intéressant de les connaître pour soi et puis peut-être de les partager aussi. Il y a la méthode Ikigai aussi, alors qui est un petit peu plus complexe, peut-être que certains connaissent. C'est là aussi un outil, un diagramme qui va vous amener à réfléchir. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. On est sur une projection long terme et puis réfléchir au sens de sa vie aussi, hein. Donc on est vraiment sur un développement personnel. Vous avez pas mal de détails, hein, sur Internet, vous trouverez assez facilement si ça vous intéresse. C'est faire le point sur ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, les compétences que vous avez, ça peut être des compétences professionnelles, personnelles, voilà, ce pourquoi vous avez une appétence particulière, un talent ou des compétences. Ce pourquoi vous êtes payé, c'est-à-dire ça peut être un métier, mais ça peut aussi être des choses, de la création, des choses, des produits, et puis ce dont le monde a besoin selon vous. C'est-à-dire quels sont vos combats, si vous en avez, des choses qui vous paraissent prioritaires pour le monde. Ça peut être, on parlait d'écologie, mais ça peut être toute autre chose. Et c'est vraiment lister pour vous ces 4 éléments-là et essayer de trouver, d'être aligné en fait dans ces 4 éléments. C'est vraiment trouver son ikigai, on appelle ça. En général, on dit que la majorité des personnes en remplissent en fait 2 cercles, mais c'est très compliqué de remplir les 4. Donc ça peut être un parcours de vie plus sur du plus long terme. Mais c'est intéressant de réfléchir un petit peu à ça et de regarder finalement où sont nos valeurs et est-ce qu'on est aligné, est-ce que notre métier est aligné ou est-ce qu'on n'a pas besoin de le remplir par son métier, on peut le remplir par des loisirs, par exemple. Parfois, on n'est pas obligé de faire un métier qui corresponde vraiment à notre idéologie, au niveau de nos valeurs, au niveau de ce dont le monde a besoin. On peut remplir ça par des associations, par exemple, en parallèle. Mais c'est simplement, est-ce que je suis suffisamment alignée avec tout ça, et réfléchir un petit peu au sens. On a une nouvelle génération aujourd'hui qui est très sensible à ça, hein. Si vous êtes manager et que vous avez été confronté à des personnes, vous avez recruté des personnes de la nouvelle génération, vous avez certainement entendu parler de cette recherche de sens au travail et d'être aligné avec ses valeurs et de rechercher une entreprise aussi qui respecte ses valeurs et qui va au-delà de la bienveillance, qui la respecte, cette bienveillance, au-delà de l'afficher simplement. Donc c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui et on a besoin de ces temps aussi pour réfléchir sur soi et se poser aussi sur de quoi j'ai besoin et vers quoi j'aspire finalement. Au niveau de la notion de stress, la gestion du stress, c'est aussi quelque chose dont on a besoin dans le self-care. Ce qu'on observe très souvent, c'est les 2 stratégies un petit peu face au stress, à savoir la passoire. Des personnes qui, quand elles sont sous stress, vont stresser les autres par propagation. C'est très dangereux quand on est manager. Ou l'éponge. C'est aussi une des dérives du management, c'est-à-dire que je suis sous stress, mais je vais protéger mon équipe, donc je vais essayer de garder ce stress et ça risque d'augmenter ma souffrance parce que très souvent, en plus, le manager est quand même assez isolé. Donc, s'il conserve tout et qu'il n'a pas de moyen de déverser à un moment donné, ça risque d'exploser ou d'imploser. Donc, pour lutter contre le stress ou en tout cas pour réagir face au stress, il y a plein de stratégies, hein,
On peut opter pour une stratégie centrée sur le problème, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre ce qui me stresse et d'agir dessus. Si c'est du stress lié à une incertitude, par exemple, je vais essayer de comprendre d'où vient cette incertitude, ça pourrait être ça. Il peut y avoir une stratégie de soutien social. Alors, je vais appeler un collègue et puis ça va me faire du bien, même si ça agit pas sur le problème, au moins ça va me libérer. Puis peut-être que la personne va m'apporter des solutions. Finalement, on ne sait pas. Centré sur les émotions, c'est-à-dire que je vais essayer de relativiser, je vais essayer de me dire bon bah c'est pas si grave, finalement je sauve pas des vies. Donc, je vais baisser mon stress un petit peu comme ça, en rationalisant la situation et en disant à mon cerveau, c'est pas si important, on n'a pas besoin de se stresser autant. Et puis, la stratégie d'évitement, alors évitement, ce qui porte mal son nom parce que ça peut être positif, au contraire, c'est de se dire, je peux rien faire tout de suite, donc j'y reviendrai plus tard. Et en attendant, je vais aller marcher, je vais aller m'aérer l'esprit, par exemple. Je vais aller méditer ou autre, quelque chose qui vous fait du bien là pour le coup à ce moment-là. Et puis j'y reviendrai plus tard quand mon corps sera plus à même de gérer ce stress. Donc on a 4 catégories de stratégies possibles face au stress et l'important c'est de maximiser les chances, c'est-à-dire d'être conscient de toutes ces stratégies-là et de se dire ok, s'il y en a une qui fonctionne pas, j'en ai une autre et je vais essayer de me réguler un petit peu comme ça. En fait, on essaye de maîtriser un petit peu son stress et d'agir dessus en jouant soit sur les facteurs de stress ou alors sur la façon dont moi je réagis au stress finalement. Et on essaye d'éviter, notamment quand on est manager, d'aller dans ces deux dérives qui sont la passoire ou l'éponge, qui, quoi qu'il arrive, vont à un moment donné avoir un impact sur l'équipe. Dans les outils de self-care, il y a des choses un petit peu plus bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, cohérence cardiaque, c'est un outil qui fonctionne très bien, où vous avez la possibilité, sur un temps assez court, de récupérer quand même de l'énergie et puis de la concentration aussi et de l'attention, parce que vous allez faire le vide en respirant. Ça a des bienfaits à la fois sur le cœur, parce qu'on sait qu'en le pratiquant régulièrement, on peut aussi muscler son cœur, donc ça fait du bien au corps. Et ça a des bienfaits sur l'esprit parce que ça va vous permettre finalement d'être dans le présent, de vous ancrer dans le présent, de respirer et de pouvoir vous mettre, si vous le pratiquez en 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, de vous mettre dans une attitude de relaxation. Ça va vraiment avoir un effet, on le voit au niveau du corps, ça a un effet vraiment de relaxation. Vous avez pour ça des applications comme Respirelax ou Cardiozen ou encore Petit Bambou pour quelque chose plus de méditation qui vont vous guider dans les premiers temps. Le mieux, c'est de le faire sans, parce que on vous invite toujours à quitter un peu les écrans et surtout pour ce genre de choses. Mais dans un premier temps, ça peut aider. C'est vraiment un outil très, très aidant. On le propose aussi pour des personnes, par exemple, qui souffrent d'anxiété depuis longtemps. Ça leur permet vraiment d'avoir un outil facile parce que on peut le pratiquer n'importe où, n'importe quand. On a besoin de rien finalement pour respirer et ça a un effet immédiat. Alors ça va pas agir sur du long terme, mais ça a un effet immédiat pour relaxer le corps. Il y a aussi tout ce qui est par exemple body scan. C'est vraiment un balayage du corps qui va permettre un meilleur endormissement. Vous en avez sur Internet, vous pouvez en trouver assez facilement. L'important, c'est de trouver une voie guidée qui va vous être agréable finalement. Il faut à peu près 15 minutes, quelque chose comme ça. Vous connaissez peut-être pour ceux qui ont fait du yoga, parce que très souvent, c'est pratiqué aussi en fin de séance de yoga, où on va vous inviter à réfléchir un petit peu à toutes vos parties du corps, de façon vraiment guidée pour que votre cerveau finalement évite de trop partir et se concentre sur le corps, ce qui va lui permettre de se relaxer. Et ça a vraiment un effet sur l'endormissement, donc pour les personnes qui ont des problématiques ponctuelles d'endormissement, alors en dehors de toute pathologie, des personnes qui
qui ont besoin d'un petit outil comme ça pour les guider. Il y a les podcasts aussi qui peuvent fonctionner, mais le body scan fonctionne très bien. La pleine conscience, c'est au-delà de l'aspect méditation pleine conscience qui demande un petit peu d'entraînement. C'est simplement des moments comme ça dans la journée où vous êtes vraiment dans le présent et vous êtes en conscience avec ce que vous faites, parce que le stress, l'anxiété, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont reliées à l'incertitude, qui sont reliées à l'anticipation, et le fait d'être dans le présent, d'être ancré, ça permet aussi de relaxer un petit peu le corps et de rassurer le cerveau. Donc c'est des choses à expérimenter. Voilà pour tout ce qui est self-care. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres bonnes pratiques, n'hésitez pas non plus à le partager dans le chat. On est preneurs. C'est évidemment pas du tout exhaustif comme liste. C'est simplement avoir quelques petits outils à disposition. Une fois qu'on a pris soin de soi et qu'on a expérimenté des choses en self-care, on va pouvoir se concentrer sur le team care, qui est vraiment, donc, comme je vous le disais au début, dans cette lignée du management, notamment post-Covid, où on estime que le management au reporting, le management à l'efficacité, vraiment le manager au niveau des chiffres, c'est un type de management qui aujourd'hui a beaucoup de limites qui se sont montrées par l'absentéisme par exemple, par l'impact sur les salariés, l'augmentation des arrêts maladie, le désengagement aussi des personnes. Les entreprises ont beaucoup de mal à garder leurs salariés sur du long terme, et des difficultés aussi à recruter. Donc on a vraiment besoin de réinsuffler quelque chose de durable et de miser sur l'équipe. Et le manager par le care, c'est vraiment dans cet objectif-là. Et donc on va essayer, le manager va essayer de prendre soin en fait, de se tourner vers le collaborateur et de s'intéresser aux besoins des collaborateurs, notamment en termes de santé et de sécurité psychologique. C'est-à-dire que le manager, alors c'est pas faire le thérapeute, parce que très souvent on peut avoir aussi ces idées-là, ces stéréotypes-là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment être à l'écoute des collaborateurs, être présent physiquement ou de façon hybride, parce que c'est aussi être avec son temps, mais être à l'écoute, être dans cette notion un petit peu de feedback vis-à-vis des collaborateurs, et encourager les collaborateurs à être engagés, à être impliqués et à être aussi porteurs d'innovation, à être engagés et pouvoir proposer des choses. Les collaborateurs, l'équipe vont être le pilier qui vont permettre au manager ensuite d'avancer. C'est pas que descendant. L'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose, avoir des informations qui remontent et d'avoir un manager qui est à l'écoute de son équipe. Pour ça, il y a des notions clés, c'est-à-dire à la fois le côté hybride dont je vous parlais. Le manager doit pouvoir être à l'aise aussi avec le télétravail, parce que ça correspond aussi à un besoin de certains salariés. On travaille aujourd'hui de plus loin. On a cette notion un peu d'équilibre aussi avec la vie personnelle. Donc, on doit être à l'aise avec la notion d'hybride. Il y a l'autonomie, c'est-à-dire que le manager permet à l'équipe d'être autonome, permet aux salariés d'être autonomes en toute confiance. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir utiliser des outils comme ceux dont on a parlé tout à l'heure pour autonomiser les salariés sans être dans cette notion de reporting extrême qui a été vraiment un sujet de souffrance pour un certain nombre de personnes. C'est important pour le manager d'avoir un regard sur ce qui se passe, mais pour ça, peut-être utiliser des outils tout en laissant autonomes les salariés sur une certaine durée, par exemple. Le manager n'a pas besoin d'être, lui, exemplaire non plus. L'important pour lui, c'est d'être authentique, c'est-à-dire de communiquer aussi sur ses propres limites et de communiquer sur ses besoins. C'est cette notion de feedback qui va dans les deux sens finalement.
On est sur un manager qui est expert de son domaine, mais qui n'est pas forcément exemplaire. Lui aussi peut voilà, il a le droit à l'erreur finalement. L'important, c'est d'être vraiment dans cette communication. C'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir du leadership, c'est-à-dire d'être légitime pour les salariés, parce que c'est aussi un vrai sujet. Beaucoup de salariés estiment que leur manager n'est pas légitime à leur poste. Le manager peut, en étant proche de son équipe, en les motivant, en étant présent, en étant à l'écoute, créer cette notion qui est le leadership. Le manager doit aussi être à l'écoute active, c'est-à-dire il est en capacité de recevoir certaines problématiques personnelles du salarié sans faire le psy, c'est-à-dire qu'il entend, mais il n'est pas là pour régler la problématique, il est simplement là pour lui dire, bah voilà, moi je suis en capacité de faire ça face à cette problématique-là. En revanche, j'ai certaines limites, peut-être liées à la productivité par exemple. Mais il y a une notion vraiment d'agilité et de se dire je tiens compte finalement de la vie personnelle aussi de mon équipe et j'essaye d'adapter au mieux le planning par exemple, ou la charge de travail, ou alors les méthodes de travail avec le télétravail, le temps de trajet, etc. Et puis, il est porteur d'innovation, le manager, dans cette notion de manager par le care, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur l'équipe, par exemple, en proposant des moments de brainstorming, où c'est l'équipe qui va insuffler des nouvelles idées, de la créativité, et qui va la proposer finalement à la fois au manager, mais aussi à toute l'équipe. C'est de la co-construction en fait. Et l'équipe va pouvoir ensuite hiérarchiser quelle idée est la meilleure dans un premier temps par rapport à ce besoin, par rapport à cette demande. C'est pas forcément que le manager qui valide, mais c'est toute l'équipe qui se porte en fait vers le haut. C'est vraiment la notion de fédérer et d'engager les salariés autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'une culture aussi. On est dans cette notion où on va avoir une vision un peu long terme et on va essayer de motiver les équipes par rapport à un projet, par rapport à l'avenir et de les fédérer en leur permettant d'être à la fois autonomes, mais aussi d'être acteurs en fait, pas simplement exécutants, mais aussi acteurs par rapport à un projet ou par rapport à une idée. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des bonnes pratiques de team care que vous avez pu expérimenter, que vous avez vous avez entendu parler? N'hésitez pas à nous partager ça dans le chat pour qu'on puisse en prendre connaissance. Voilà, des choses, que ce soit des outils qui se servent du digital ou que ce soit aussi des choses qui vous sont propres. On pourra regarder ça par la suite. Je vais avancer aussi de mon côté pour respecter le timing. Pour continuer dans les outils de Team Care, on a des choses aussi très concrètes qui peuvent être utilisées. Peut-être que vous les connaissez. Par exemple, dans la reconnaissance, la routine, la mise en place de règles, le respect ou les rôles, c'est cette notion, le modèle des 5 R. La reconnaissance, ça va être reconnaissance à la fois de l'individu pour ce qu'il est, pour sa fonction, mais aussi pour finalement ses compétences qui peuvent être extérieures à sa fonction, pour sa valeur ajoutée, pour peut-être ce qu'il a pu créer, tout ce qu'il a pu apporter au sein de l'équipe, aussi pour ce qu'il apporte à la productivité. C'est de la reconnaissance à la fois sur du court terme, quand il y a eu quelque chose de bien. Ça peut être aussi de la reconnaissance sur du long terme. Il y a des moments qui sont dédiés à ça. Il va y avoir les entretiens individuels, mais c'est bien aussi d'apporter cette reconnaissance régulièrement. On sait que en apportant de la reconnaissance, le manager, finalement, il baisse de 32% le stress des hommes et de 44% le stress des femmes.
Donc c'est quand même un pilier pour motiver les équipes et pour les aider aussi à réguler leur stress. Parce que c'est important d'avoir un retour sur son travail, hein. Ça peut être de la reconnaissance positive, mais c'est aussi dans cette notion de feedback régulier pour savoir un petit peu si on correspond aux attentes ou s'il y avait besoin de revoir des choses. Il y a les routines que je vais vous détailler un petit peu après. Il y a les règles. On se met d'accord dans l'équipe. L'équipe se définit ses propres règles. Est-ce que on a des horaires à respecter? Est-ce qu'on a des valeurs communes sur lesquelles on a envie de s'entendre? Est-ce qu'on a des façons de travailler aussi? Est-ce qu'il y a si on est en travail hybride, est-ce que on a besoin d'être présent tel jour, par exemple, dans la semaine? C'est vraiment définir ces règles. Ça peut être une réunion de cadrage, hein. Je vois Steve qui dit fixer un cadre, un terrain de jeu, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment un cadrage défini par l'équipe. Il n'y a pas que le manager qui va dire voilà les règles, voilà les besoins. C'est aussi à l'équipe de définir son fonctionnement. Il y a cette notion de respect qui est aussi importante et qui est aussi là à définir. Alors, on a tout ce qui est écrit en termes de procédures internes, par exemple, au sein des entreprises, mais au sein de l'équipe, c'est aussi important de rappeler un petit peu les notions de bienveillance et puis de respect mutuel. Et là, c'est au manager d'être garant un petit peu de ce respect-là. Et à l'inverse, la bienveillance veut pas dire laisser faire. Le manager doit aussi intervenir quand il y a un manque de respect d'un salarié envers un autre et assez rapidement. Parce que ça, c'est aussi un des facteurs qui dégrade certains collectifs de travail. Il y a ensuite les rôles que je vais pouvoir vous détailler aussi un petit peu plus loin. Le rôle de chacun dans la fonction, donc vraiment avoir un cadre sur qui fait quoi et s'assurer que c'est connu de tous, parce que ça, même si ça paraît vraiment basique, c'est aussi de gros facteurs de souffrance au travail parce que finalement on crée parfois des conflits entre salariés quand il y a une confusion un petit peu des rôles ou quand il y a des enjeux de pouvoir, des non-dits par rapport à des enjeux de pouvoir. Donc c'est important de repartir sur de bonnes bases en cadrant un petit peu tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est en dehors des fonctions officielles et ça je vais vous en parler juste après. Pour revenir sur les routines d'équipe, vous avez des exemples ici que vous connaissez peut-être déjà, avec par exemple tout ce qui est météo du jour, c'est-à-dire que ça peut être appliqué en réunion d'équipe une fois par mois ou plus régulièrement. Voilà, c'est les icebreakers, tout à fait, c'est exactement ça. Ça va être de demander, là c'est vraiment libre, l'idée c'est pas que les personnes se sentent qu'il y ait un sentiment d'intrusion dans la vie personnelle, parce que c'est pas le but. C'est libre, c'est vraiment de dire quelles sont les choses importantes de votre week-end, quels sont les points forts, comment vous allez, est-ce qu'il y a des choses positives dont vous avez envie de parler, est-ce qu'il y a des difficultés, partager un kiff, exactement. C'est aussi tout ça dans la météo du jour, c'est vraiment lancer un petit peu la réunion ou la semaine avec un moment pour que chacun puisse parler de soi. Très souvent, ce qu'on observe dans les équipes, c'est qu'au début, les personnes ne se connaissent pas forcément, donc on va rester sur des choses assez professionnelles. Et puis petit à petit, plus il y a d'intimité dans l'équipe, plus on va aller sur des choses un peu personnelles. Ça va permettre de créer du lien entre les salariés. Et ça peut être aussi un moyen, si quelqu'un a une difficulté et qu'il ne sait pas aussi comment l'aborder, comment en parler au manager, ça peut être aussi un moment pour le salarié de dire bah voilà, moi ça va pas très bien. Et dans ce cas-là, l'idée c'est pas d'en parler devant tout le monde, c'est plutôt au manager de dire je te propose qu'on en parle après. Parce que c'est aussi le rôle du manager, donc d'être, comme je vous disais, dans cette écoute active et d'être présent au moment où il y a des difficultés. Il y a le kick-off qui va être vraiment dans cette notion de lancement où on va
peut-être en début de projet ou en début de semaine, cadrer avec ce moment où on va lancer, on va donner une vision aussi du projet ou de donner de la perspective finalement aux salariés. Et puis donner un petit peu le cadre, et chacun va pouvoir apporter aussi des éléments pour ce kick-off. C'est aussi le moyen de faire une forme de rétrospective de la semaine. C'est aussi ce que vous propose le KDS, qui va être une forme de tableau de bord un petit peu. Ça peut être fait une fois par an, hein, c'est pas obligé d'être quelque chose de très régulier, ça peut être fait par projet, ça dépend de votre fonctionnement. Là encore, tout ça, c'est vraiment des routines qui sont à adapter selon votre fonctionnement. Et vous allez regarder dans ce KDS ce que vous voulez garder. Là encore, on est toujours dans l'idée que c'est l'équipe qui partage ses idées. C'est-à-dire que on s'appuie sur l'équipe pour avancer. Le manager doit s'appuyer sur l'équipe. C'est ce qui va lui permettre aussi de libérer du temps, hein, finalement, face à cette charge de travail dont il souffre beaucoup actuellement. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais au niveau du KDS, vous regardez ce que vous conservez, ce qui fonctionne bien. L'équipe va définir un petit peu ce qui fonctionne bien. Ça permet aussi de mettre en valeur ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faut retirer, et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Quelles sont les nouvelles idées, les nouvelles choses qu'on pourrait développer et qu'on va tester, expérimenter. On est dans cette notion d'agilité et de co-construction et de créativité de l'équipe finalement. Donc ça, c'est des outils très utiles. Je vois Catherine qui commente. Effectivement, c'est des choses que vous pouvez expérimenter et qui sont assez faciles à mettre en place et qui en plus ne prennent pas beaucoup de temps dans les réunions, parce qu'on a aussi cette problématique de réunionnite, où on a beaucoup de réunions assez longues. Les rôles informels, ça va aussi dans cette notion d'optimiser le temps et d'optimiser le temps de réunion. On peut proposer des réunions déléguées, c'est-à-dire que chacun va avoir un rôle à remplir dans la réunion. Par exemple, il y en a un qui va être celui qui va proposer des choses, un autre qui va être lanceur de décisions. Voilà, il y a plein de rôles informels. Vous pouvez retrouver les modèles en ligne. Normalement, ça s'appelle des réunions déléguées. Vous pouvez regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et on décide qui fait quoi. Celui qui va gérer le temps, par exemple. Celui qui va être accélérateur de processus. Et puis, il y a le manager. Mais c'est pas forcément jusqu'à présent dans beaucoup de réunions, c'est le manager qui remplissait tous ces rôles-là. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu mieux déléguer et aussi de permettre aux salariés de pas être passifs dans ces réunions, parce que très souvent c'est un facteur de démotivation aussi, de pas pouvoir réagir et d'avoir l'espace finalement de réagir dans ces réunions. Donc le fait d'avoir un rôle prédéfini à l'avance, ça va engager les salariés et ça va leur permettre d'être plus participatifs. Et ça, c'est modulable selon les réunions. L'idée, c'est que ça tourne et d'avoir des rotations. Il va y avoir celui qui va faire le compte-rendu aussi, probablement. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne. Il faut vraiment avoir cette rotation. Donc, c'est des rôles informels au-delà du rôle attribué à chacun dans son métier. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver au quotidien. Il y a des dynamiques d'équipe qui s'appuient là-dessus. On va essayer de regarder un peu les compétences de chacun. On a tous des compétences personnelles qui sortent finalement du cadre de notre métier pur et dur. Vous les voyez ici, il va y avoir par exemple le créateur d'idées, le collecteur d'informations, celui qui va être la personne qui motive un peu les troupes, celui qui va être plus à l'aise pour gérer les relations avec les salariés, avec les clients par exemple. Donc on peut essayer de trouver des moyens pour que chacun ait aussi un rôle un peu informel au-delà de son métier, pour dynamiser un peu l'équipe, et puis que chacun se sente reconnu aussi de par ses compétences qui lui sont propres, au-delà de ce qui a été fixé dans le cadre formel du métier. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant dont vous pouvez vous saisir
de questionner un peu l'équipe sur ce en quoi chacun est le plus à l'aise, ce vers quoi chacun a envie d'aller, et d'expérimenter un petit peu d'autres façons finalement de manager. Voilà des éléments pour vous permettre de vous lancer dans le management par le CARE. Vous avez aussi Cécile Desjous, qui est une conférencière qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Vous pouvez, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Il y a aussi des webinaires, il y a aussi des choses intéressantes dont vous pouvez vous saisir. Et je vous invite à partager dans le chat si vous avez des choses que vous retenez, que vous avez envie de mettre en place pour vous, déjà dans un premier temps, ou pour votre équipe pour cette année qui est en cours, pour l'année 2024. N'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Et je vous laisse avec un petit mur de post-it avec déjà des propositions de choses que vous pouvez mettre en place, des choses assez concrètes. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas, Steve, si tu as une conclusion de ton côté à faire. Alors, d'abord, merci pour ton intervention. On n'a pas de questions, on a eu quelques remarques qu'on a traitées au fil de l'eau, oui. Avec des gens qui étaient assez participatifs, donc c'est toujours intéressant. Non, il y a pas de questions, il y a plus de questions cachées ou de questions à développer. Oui, moi, c'est à vous remercier tous, à te remercier pour cette heure passée ensemble, et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait vraiment de vous encourager à tester de nouvelles façons de manager au-delà de ce qui est construit, de ce qui est créé dans les entreprises à l'heure actuelle, et de vous encourager à vraiment à innover avec votre équipe et de vous appuyer sur votre équipe pour faire ça, parce que vous n'êtes pas seul à devoir piloter tout ça. Vous avez aussi toute une équipe pour vous accompagner. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le 11 juin, le webinaire sur le burn-out du DRH. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir.